Bonjour et bon après-midi. Bienvenue à tous. Merci du temps que vous nous donnez. Bienvenue à ce troisième webinaire d'une série de trois organisée par la Société canadienne de la sclérose en plaques avec des spécialistes partageant leurs expertises sur le MS et la COVID-19. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous aimerions remercier Roche et Toronto pour avoir commandité cette série de webinaires. Je m'appelle Benjamin Davis, vice-président principal de la mission pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. Je suis enchanté que vous ayez pu prendre du temps pour vous joindre à nous aujourd'hui. Quelques notes logistiques d'abord. Le webinaire est enregistré pour visionnement futur. Aucun nom de participant, aucune information ne sera affichée. Si vous avez une question pendant la présentation, veuillez taper la question dans la boîte de dialogue à l'écran. Les questions seront envoyées au modérateur, qui est moi-même. Nous essayerons de répondre autant de questions que possible, mais s'il vous plaît, notez que les réponses à certaines questions courantes sur la COVID-19 et la SP seront disponibles dans un avenir rapproché sur notre site web. Veuillez noter aussi que les questions portant sur des situations personnelles spécifiques, on ne peut pas y répondre de façon adéquate dans ce système. Nous vous recommandons de contacter votre clinique de l'ASP. Nous vivons une époque sans précédent. La Société canadienne de la sclérose en plaques surveille de près toute information sur la COVID-19 telle qu'elle est publiée par l'Agence de santé publique du Canada et d'autres autorités de santé publique. La santé de la communauté de la sclérose en plaques est notre priorité et nous voulons gérer ces préoccupations reliées à la COVID-19. Nous, à la Société de l'ASP, nous voulons nous assurer que vous pouvez prendre soin de votre santé de la meilleure façon possible avec l'information la plus à jour possible. À cette fin, le site web de la Société canadienne a une page spéciale dédiée à la COVID-19. Je vous recommande fortement de la visiter où vous trouverez les renseignements qui sont mis à jour régulièrement. Comme vous l'avez noté dans votre inscription, le webinaire d'aujourd'hui, vous nous présentez des spécialistes de la SSP, de la santé mentale, de la santé communautaire et l'activité physique. Non, la semaine passée, nous avons eu d'autres spécialistes et infirmières de l'ASP, un neurologue et d'autres sujets de discussion. Si vous n'avez pas vu les deux webinaires précédents, je vous recommande de visiter la page COVID sur notre site web et de cliquer sur la section « Consulter les experts ». Donc, encore une fois, consultez la section « Écoutons les experts » pour avoir un lien vers les enregistrements. Ces webinaires se concentrent de façon plus détaillée sur les recommandations sur vos traitements, vos médicaments, beaucoup plus détaillés que ce que nous pourrons faire aujourd'hui. Donc, je vous encourage à les visionner si vous avez des questions sur vos médicaments modificateurs de l'évolution de la maladie. J'aimerais maintenant accueillir les spécialistes que nous avons avec nous aujourd'hui, Alexandra Roll, la Dr. Catherine Knox et le Dr. Anthony Feinstein. Alexandra Roll va débuter. Alexandra est infirmière praticienne à l'hôpital St. Michael's, à sa clinique de SP. Elle a été à l'université McMaster à Hamilton, où elle a reçu son baccalauréat de sciences infirmières. Ensuite, elle a complété sa maîtrise en sciences infirmières à l'université de Toronto. Alexandra Roll est spécialisée en sciences infirmières neurosciences, un certificat d'infirmière neuroscientifique. Et merci, Alexandra, de vous être jointe à nous. Bonjour à tous. J'aimerais vous remercier de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous préparer pour une visite virtuelle. Quand devez-vous contacter la clinique de SP ou le bureau de votre neurologue et les médicaments modificateurs de l'évolution et les prises de sang nécessaires. Et ensuite, je vais effleurer les précautions à prendre à l'extérieur ou à l'intérieur du domicile. Commençons. Comment vous préparer à votre rendez-vous virtuel? Comme vous le savez probablement déjà, tous les rendez-vous en personne ont été annulés à cause du virus nCoV-2. Cependant, la plupart des bureaux offrent une consultation virtuelle ou téléphonique. Ici, à l'hôpital Saint-Michael's, notre personnel contacte tous nos patients avec des rendez-vous pour leur offrir un rendez-vous virtuel ou téléphonique. On essaie de les garder à la même heure, à la même date que votre rendez-vous normal en personne aurait eu lieu. Si vous choisissez de prendre cette restriction, si vous voulez attendre que les restrictions soient levées, soyez quand même courant qu'il y aura une grande accumulation de demandes de rendez-vous à ce moment-là. Et ce sera le même scénario pour les cliniques de neurologues communautaires. Si vous décidez d'avoir un rendez-vous virtuel pour la télémédecine ou par un compte sécurisé, vous recevrez un courriel. Vous devriez consentir d'abord par courriel avant de recevoir un deuxième courriel. Et dans ce deuxième courriel, vous aurez un lien vers le rendez-vous réel. Le jour et l'heure de votre rendez-vous, cliquez sur ce lien
et un écran va apparaître comme aujourd'hui et vous pourrez voir votre neurologue à l'autre bout. Ces rendez-vous vont permettre aux cliniciens de vous voir et de vous parler par votre ordinateur et vous permettront aussi d'effectuer un examen neurologique très limité au besoin. Donc, on dirait que vous devez vous assurer que votre ordinateur est équipé d'audio ainsi que d'une caméra avant votre rendez-vous. Si vous ne les avez pas, ne vous inquiétez pas, vous pourrez quand même avoir accès par téléphone pour communiquer par téléphone avec votre personnel infirmier. Si vous avez des problèmes avec votre condition qui ne peut pas être prise en charge par téléphone ou de façon virtuelle, par un neurologue, vous avez l'option quand même de les voir en personne en clinique à une autre date. Pour ce qui est de la date, choisissez un endroit tranquille dans la maison, un endroit qui permet au neurologue peut-être de vous voir votre démarche au besoin. Parce qu'on peut vraiment évaluer beaucoup de choses sur votre niveau d'incapacité si on peut vous voir marcher. Vous devez vous assurer que vous êtes à l'heure pour votre rendez-vous et si vous attendez un téléphone du neurologue, le numéro va probablement apparaître comme numéro masqué ou numéro inconnu. Veuillez quand même y répondre. Prenez quelques temps pour vous préparer à votre rendez-vous à l'avance. Pensez à comment vous vous êtes senti, comment vous avez géré les choses depuis votre dernier rendez-vous. Écrivez-le. Beaucoup de patients ont tout oublié lorsqu'ils ont devant leur médecin et qu'ils doivent parler de leurs symptômes. Et très souvent, les rendez-vous sont à tous les 6 mois, alors la mémoire oublie. Certaines des choses que le neurologue va vouloir savoir, c'est si vous avez des symptômes. Quand ces symptômes ont-ils commencé? Combien de temps ont-ils duré? Est-ce qu'ils ont été constants ou intermittents? Est-ce qu'ils se sont empirés avant de connaître une amélioration? Cela va l'aider à évaluer si c'est une véritable poussée, ou plutôt une pseudo-poussée ou une pseudo-exacerbation, ou c'est pas lié peut-être à l'ASP du tout. C'est assez difficile de visionner des patients par téléphone sans les voir, mais soyez bien préparés pour fournir toute l'information nécessaire sur vos symptômes. Ce sera particulièrement utile pour nous. Nous voulons aussi utiliser cette occasion pour discuter de votre SP, de vos médicaments actuels et tous les symptômes de SP que vous connaissez. Si il reste du temps par la suite et si vous voulez parler de vos préoccupations par rapport à la COVID-19 et la pandémie, on veut d'abord s'assurer de couvrir tous les aspects de votre SP avant de continuer. Votre neurologue pourra avoir accès à vos dossiers médicaux. Ne vous inquiétez pas de cela. Il aura en main toute votre information préalable à votre sujet. Et si vos IRM ont été faits à un hôpital où votre neurologue ne travaille pas, il pourra quand même consulter ces images par un site provincial qui s'appelle Connecting Ontario. Vous devrez avoir un CD pour cela, pour le neurologue que vous allez expédier au neurologue. Si vos images ne sont pas disponibles par le site Connecting Ontario, il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Pocket Health qui vous permet à votre neurologue d'avoir accès à vos images médicales. Nos deux hôpitaux, si votre hôpital est signé avec Pocket Health, vous allez sur le site web, vous pouvez taper l'hôpital où vous avez eu votre IRM qui pourra transmettre cela à votre neurologue. Si cet hôpital est inscrit à Pocket Health et si vous pouvez avoir accès à vos images médicales, ça va vous coûter 5 pour le savoir, mais ça coûte moins cher quand même que le frais habituel de 10 lorsque vous devez envoyer votre CD. Donc, si vous vous inscrivez à Pocket Health, vous aurez la possibilité d'envoyer vos images au médecin avant votre rendez-vous et pour qu'il puisse les avoir en main le jour de votre rendez-vous. Pour ceux qui se demandent, nous acceptons quand même de nouveaux patients actuellement. Nous sommes en train d'arranger des rendez-vous virtuels avec un neurologue. Nous préférons voir de nouveaux patients de façon virtuelle par caméra pour vraiment pouvoir les voir. Mais si c'est un rendez-vous de suivi, très souvent votre neurologue est familier avec votre cas et un appel téléphonique est suffisant. Si votre neurologue veut changer votre thérapie ou commander de nouveaux tests, il communique avec le personnel infirmier et vous devriez vous attendre à avoir un appel de l'infirmière le lendemain après votre rendez-vous ou 2 ou 3 jours si c'est des modifications suggérées par votre médecin. Il peut y avoir un petit retard pour cet appel de l'infirmière, mais 2 ou 3 jours tout au plus, ne vous inquiétez pas et vous serez contacté. Ils vont vous rappeler pour vous demander. On a encore tout notre personnel ici à l'hôpital Saint-Michael's et j'imagine que c'est la même chose auprès de vos bureaux de neurologues communautaires. Leur secrétaire répond toujours au téléphone et vérifie les courriels. Passons maintenant à la question de savoir quand devez-vous contacter le bureau de votre neurologue clinicien.
à St. Michael's. La clinique a tout son personnel et est en pleine opération et les neurologues, cependant, font des rendez-vous virtuels ou téléphoniques. Si vous avez des symptômes reliés à votre ESP, nous vous encourageons de contacter la clinique et aussi nous vous encourageons à contacter votre bureau de neurologue communautaire si vous n'êtes pas à la clinique de St. Michael's. Une poussée, c'est une apparition soudaine de nouveaux symptômes qui durent plus de 24 ou 48 heures en l'absence d'infection. Si vos symptômes sont graves, par exemple, si vous avez une faiblesse importante, un changement important dans votre vue, la douleur dans les globes oculaires, une difficulté à marcher de façon assez différente de ce que vous connaissez d'habitude, si vous êtes incapable d'atteindre votre clinique ou votre bureau de neurologue, nous vous conseillons d'aller chercher un soin aux urgences. Soyez conscient quand même que tous les hôpitaux dépistent les gens avant d'entrer à l'hôpital. Alors vérifiez à l'hôpital avant d'aller au service d'urgence et prévoyez plus de temps. Ici, à l'hôpital St. Michael's, nous retournons les appels sur les poussées en clinique en 24 à 48 heures environ. Pour les appels non urgents, par contre, ça peut prendre jusqu'à 5 jours. Et j'imagine que ce serait à peu près le temps nécessaire aussi pour votre bureau de neurologue communautaire pour répondre aux messages téléphoniques. Ici, à la clinique, nous sommes débordés de demandes sur la COVID-19. J'imagine aussi que les bureaux de neurologues communautaires sont aussi débordés. Si vous avez donc une question générale sur la COVID-19, regardez en ligne vos sites web de santé publique pour trouver des réponses ou contacter d'autres cliniques pour l'assistance. On veut réserver le temps des infirmières SP pour répondre à des questions sur les poussées, des questions portant sur vos symptômes d'ESP. Si vous avez besoin de renouvellement de prescription, appelez votre prescription et vous pouvez leur faxer une demande de renouvellement. C'est la façon dont on fonctionne ici à la clinique, normalement. Ça prend 2 semaines. On donne un avis d'environ 2 semaines. Cependant, actuellement, certains neurologues vont avoir besoin de plus de temps puisqu'ils ne viennent pas vraiment à leur clinique dans l'hôpital de façon régulière. Vous pouvez aussi vouloir parler à votre pharmacien parce qu'ils ont l'autorisation d'autoriser un renouvellement d'urgence de médicaments, particulièrement à l'époque de la pandémie. Envoyez-leur une note que vous avez besoin de renouvellement. Une autre option, c'est de vous relier à votre programme de soutien des patients MS One-to-One ou le programme Compass. Ces infirmières de soutien peuvent vous parler, sont toujours en contact avec la clinique ou avec les bureaux de votre neurologue communautaire. Notez que s'il y a des choses urgentes et des choses, ils peuvent toujours en prendre soin. Ici, à St. Michael's, nous avons pris des arrangements avec certains programmes pour vous permettre de distribuer les prises de sang nécessaires s'ils n'ont pas d'équipement de prise de sang. Si vous avez besoin de venir à l'hôpital à cause de vos symptômes de SP, on veut s'assurer que vous n'ayez aucun des symptômes suivants de la COVID-19. D'abord, fièvre, toux, écoulement nasal, mal de gorge, grave essoufflement. On veut s'assurer que vous n'avez pas voyagé à l'extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours. Si vous avez ces symptômes, on vous demande d'en aviser dès que vous arrivez à l'hôpital et vous serez dépisté et trié à l'entrée. La plupart des hôpitaux comme St. Michael's vont séparer ces patients et vont poser des questions, même à ceux qui n'ont pas de symptômes de la COVID-19. Alors, si vous avez des symptômes de COVID-19 et vous êtes asymptomatique, vous serez redirigé ou escorté vers une autre partie de l'hôpital et qui est établi comme un service d'urgence où il y a risque, donc vous ne serez pas à côté de quelqu'un qu'on soupçonne d'avoir la COVID-19. C'est pour votre sécurité. Pour ce qui est des rendez-vous de IRM, la plupart de ces rendez-vous font l'objet d'un triage par une infirmière neurologique. Si c'est une IRM de répétition, il sera probablement annulé, mis à une date ultérieure. Si votre neurologue nous conseille que vous devez quand même aller à votre rendez-vous pour un IRM parce qu'il s'inquiète, ça veut dire qu'il s'inquiète peut-être de votre respect ou qu'ils sont inquiets de nouveaux symptômes. Alors, tout le personnel de l'hôpital va porter de l'équipement de protection personnelle pendant votre rendez-vous si vous devez venir à l'hôpital. Vous devez quand même traiter, gérer et prendre en charge votre SP. On veut s'assurer, surtout si votre SP est actif. Ça nous inquiète beaucoup plus là que la COVID-19.
Et il faut prendre les précautions appropriées si vous devez venir pour réviser, diminuer le risque de contracter le virus. On voudrait conseiller que vous preniez toutes les précautions nécessaires lorsque vous allez à votre rendez-vous. Lavez-vous les mains souvent avec du savon, de l'eau. Utilisez une solution hydroalcoolique pour laver vos mains. Évitez le contact. Soyez toujours à 2 mètres, particulièrement si vous êtes à côté de quelqu'un qui est malade. Évitez de toucher votre nez, vos yeux et votre bouche. Et mettez votre bouche sur votre coude si vous toussez. Si vous portez votre propre masque à l'hôpital, l'hôpital va probablement vous demander de l'enlever et ils vont fournir un nouveau masque. Maintenant, passons aux médicaments modificateurs de l'évolution de la maladie et les prises de sang. Si le fait d'avoir le SP n'augmente pas votre risque de COVID-19, certains facteurs pourront augmenter par contre votre risque de complications si vous contractez la COVID-19, comme une condition médicale chronique, une difficulté de mobilité ou un âge plus grand que 75 et certains médicaments modificateurs de l'ASP. On en a parlé la semaine passée, je sais. Donc, si vous voulez examiner cela avant le rendez-vous pour réviser un peu le webinaire. Je vous en prie, n'arrêtez pas de prendre aucun médicament pour la SP, à moins que vous n'ayez reçu l'instruction de la part du médecin. Cesser votre thérapie peut vous donner un risque accru de pousser. La plupart d'entre nous ont besoin de prise de sang. Si vous avez récemment commencé une nouvelle thérapie, on vous conseille de continuer vos prises de sang régulières. Par exemple, si vous êtes encore pendant les 6 premiers mois de votre traitement, on vous demande de continuer vos prises de sang mensuelles. Si vous recevez du traitement avec l'Imtrada depuis moins d'1 an, continuez vos prises de sang mensuelles. Si vous êtes à une thérapie depuis plusieurs années et vos prises de sang sont stables, j'imagine que le fait de retarder votre prise de sang serait une possibilité. Mais encore une fois, il faut que ce soit discuté avec votre neurologue. Si vos prises de sang ont été anormales au cours du dernier mois, on vous suggère de continuer vos prises de sang telles que prévues pour que votre neurologue puisse continuer de surveiller les choses. Plusieurs neurologues ici à Saint-Michael basent leurs décisions de retard de prise de sang au cas par cas. Alors, il est important d'aller contacter la clinique. Vous devez aussi suivre votre neurologue qui vous avise de retarder votre prise de sang. C'est important de savoir que dans les discussions, toujours, tout est dépendant de votre prise de sang dans ces discussions. Si le neurologue ou l'infirmière n'est pas au courant que vous retardez votre prise de sang, il y aura peut-être un retard dans votre renouvellement de prescription. Si vous êtes inquiet d'aller au laboratoire, je voulons savoir que le plupart des laboratoires vous permettent quand même de prendre rendez-vous pour votre prise de sang, mais considérez l'option d'attendre, et ne pas vous faire attendre dans la salle d'attente. Les techniciens de laboratoire portent un équipement de protection complet pour leur sécurité et la leur et réduisent le nombre de patients qu'on permet d'entrer dans la salle d'attente en même temps. Vous pouvez aussi penser à contacter votre programme patient au travail pour avoir les frais de prise de sang. Je sais qu'il y a certains programmes qui aident pour les frais. Ils vont prendre quelqu'un d'autre, ils vont vous envoyer quelqu'un pour prendre votre prise de sang qui vont sortir de votre maison tout de suite. Vous pouvez vous protéger en portant le bon équipement de protection et les autres vont porter le bon équipement de protection et tout le monde va être en sécurité. Lifeblood et DanaCare offrent aussi des services de prise de sang. Ils pourront peut-être vous charger des frais. Demandez ce qui est disponible sur ces sites web, sur les prix et la disponibilité de ces réquisitions de prise de sang avant de les contacter. Passons maintenant aux précautions à prendre à l'intérieur et à l'extérieur. Encore une fois, l'ASP ne vous met pas à risque accru pour la COVID-19. Les gens qui ont des conditions préexistantes et qui ont plus de 60-65 ans sont plus susceptibles d'avoir des complications dues à la COVID-19. Il y a plusieurs personnes qui ont l'ASP, particulièrement ceux qui ont d'autres complications de santé, ceux qui ont des problèmes de mobilité et qui ont des traitements de l'ASP sont peut-être plus susceptibles. Les personnes qui ont l'ASP doivent porter attention aux lignes directrices et aux instructions pour réduire le risque d'infection à la COVID-19 et on leur demande de prendre toutes les précautions nécessaires. Si vous avez des comorbidités, vous devez être extrêmement prudent pour minimiser votre exposition au virus. Les organisations recommandent de vous laver les mains très souvent, éviter de toucher votre nez, vos yeux, votre bouche. Ce sont toutes des choses que vous connaissez très bien. Restez à 2 mètres des personnes, dont vous-même et d'autres personnes, particulièrement ceux qui sont malades. Les gens qui ont l'ASP devraient éviter les rassemblements publics, les grandes foules,
le transport public, évitez de le prendre autant que possible et utilisez des méthodes alternatives pour vos rendez-vous médicaux, comme un rendez-vous virtuel ou téléphonique. Si vous avez la COVID-19, si vous l'attrapez, et vos symptômes pourront s'accroître, ça peut arriver avec n'importe quelle infection, tout à fait la même chose avec la COVID-19. Si vous devez aller à l'épicerie ou à votre pharmacie locale, nous vous conseillons de contacter les gens à l'avance pour voir s'ils ont du temps permis pour les personnes, pour plusieurs d'entre elles permettent aux populations vulnérables qui ont la santé compromise. Vous pouvez faire livrer vos médicaments si possible pour éviter un voyage inutile à la pharmacie. Et si vous avez un médicament, ça peut diminuer votre système immunitaire et vous mettre à un risque accru de contracter la COVID-19. Soyez particulièrement conscient de cela et prenez les précautions nécessaires. Si vous êtes quand vous serez dans l'épicerie, on vous demande de bien laver votre panier, d'avoir une liste de choses à obtenir pour éviter de toucher trop d'objets, de maintenir une distance appropriée des autres et ne touchez pas votre visage. Encore une fois, toutes les épiceries essaient de nettoyer l'équipement autant que possible et quand vous revenez de l'épicerie, ou quand vous faites livrer l'épicerie, si possible, assurez-vous de laver vos mains avant de déballer votre épicerie. Si vous voulez, vous pouvez laver les boîtes ou les conteneurs. Il n'y a pas trop de preuves là-dessus, mais cependant, il y a des gens qui vont vous dire des choses différentes, mais c'est mieux de le faire. Une chose qu'on dit, c'est n'utilisez aucun produit de nettoyage sur vos légumes, cependant. Une fois que tout est rangé, nettoyez toutes les surfaces sur lesquelles vous avez vidé de l'épicerie et lavez vos mains à nouveau. Encore une fois, un bon lavage de mains nécessaire avant et après la préparation des repas et avant et après avoir mangé. Ce sont des choses qui diminuent le risque d'infection. On nous demande aussi de désinfecter et de nettoyer fréquemment les surfaces que vous touchez, fréquemment comme les tables, les poignées de porte, les commutateurs électriques, les téléphones, les claviers, les toilettes, les robinets, etc. Si vous avez des espaces partagés, assurez-vous que la chambre a été fermée. Ici, à la clinique, on essaie d'ouvrir nos fenêtres pour aérer, pour s'assurer que l'air circule. Si vous avez du personnel, allumez le ventilateur si possible pour changer l'air. Si vous vivez avec quelqu'un qui est malade, vous voulez essayer d'avoir une salle à coucher séparée ou une salle de toilette séparée pour cette personne si possible. Si ce n'est pas possible, assurez-vous que cette personne qui est malade va nettoyer la pièce avant de partir. Si vous êtes la personne qui n'est pas malade, on vous conseille aussi c'est la personne qui est malade qui doit nettoyer normalement. Si vous êtes un soignant pour quelqu'un qui est malade, donnez-leur les bons appareils, le bon équipement de nettoyage et désinfectez toutes les zones après chaque utilisation. Encore une fois, les recommandations générales pour les gens pendant la COVID-19, c'est de rester toujours à 2 mètres des gens, se laver les mains fréquemment, essayer de rester en santé, avoir un bon régime alimentaire équilibré, rester physiquement actif, ayez assez de sommeil et aussi gérer votre stress et vos inquiétudes. Vous allez entendre parler de cela très bientôt de mes collègues sur ces sujets de l'activité physique et de la santé mentale. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez toujours contacter la clinique de SP ou votre neurologue communautaire pour toute question au sujet de votre SP relié spécifiquement à votre état. Restez en contact et assurez-vous que vous avez un rendez-vous qui aura lieu une fois que tout cela sera terminé. Maintenant, c'est tout. Merci beaucoup, Alexandra. Vous avez d'excellentes suggestions et recommandations. Je vois qu'il y a certaines questions qui commencent à arriver sur la boîte de clavardage. Nous allons dédier un peu de temps vers la fin de notre présentation ensemble pour les questions et les réponses. Et je vais répéter certains des commentaires que j'ai fait au début. Pour ceux parmi vous qui ont des questions spécifiques reliées à leurs médicaments, à leurs lymphocytes, etc., nous avons couvert ces sujets en détail dans les 2 premiers webinaires. Je vous encourage à aller à notre site web et trouver ces webinaires sur la COVID-19 et l'ASP. Bien, ce temps, j'aimerais vous présenter notre deuxième conférencière, la Dr. Catherine Knox. Catherine Knox est professeure adjointe à l'Université de la Saskatchewan au département de médecine physique et de réadaptation.
Sa pratique clinique comprend le service de neuroréadaptation. Elle a un intérêt spécial pour l'ASP. Elle a obtenu sa formation en médecine physique, physiothérapie et réadaptation à l'Université de la Saskatchewan, son doctorat à l'Université McMaster. Elle est une investigatrice principale avec le centre de recherche CAMCO-MS Neuroscience de l'Université de la Saskatchewan. Ses intérêts cliniques se concentrent sur la démarche, le comportement en exercice, les issues à long terme et la qualité de vie pour les gens qui ont l'ASP. Merci d'être avec nous, Dr. Knox. À vous la parole. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à votre webinaire aujourd'hui et merci de la présentation, Alexandra. Ça donne beaucoup d'informations qui sera utile. Et je vais faire un suivi maintenant sur la question de rester actif. Pour ce qui est de rester actif, je vais vous parler un peu pour vous dire pourquoi c'est difficile de rester actif pendant une pandémie. C'est difficile de rester actif aussi si on a l'ASP déjà à l'avance. Dans le meilleur des cas. Je vais vous parler qu'il est important de rester actif quand même. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Et finalement, des choses pratiques, des conseils pratiques, comment rester actif, quelques tuyaux, quelques conseils, certaines ressources auxquelles vous pourrez avoir accès. Pour ce qui est des barrières, des obstacles à la vie active, nous savons que le fait d'avoir des connexions sociales est très important pour nous aider à rester actifs. Nous aimons rester actifs avec une autre personne ou faire partie d'une classe d'exercice ou d'un groupe d'exercice. On sait aussi que le fait d'avoir une routine, ça aide beaucoup quand on veut rester actif. Et pendant la pandémie, ces deux choses sont perturbées de façon très importante. Les routines sont perturbées et vos connexions sociales, vos liens sociaux qui vous soutenaient auparavant sont peut-être beaucoup moins actifs qu'ils l'étaient. Donc, si vous n'avez pas été physiquement actif et vous ne pouvez pas comprendre exactement pourquoi, même si vous avez du temps supplémentaire maintenant, vous n'avez moins de choses à faire, ne soyez pas dur envers vous-même. C'est une chose auquel on doit s'attendre. Donc, du coup, pour ce qui est du revers de la médaille, il y a souvent plus de temps pour certaines personnes maintenant, pendant cette période d'épidémie, plus de temps pour manger, plus de temps pour dormir, ce qui veut dire que théoriquement, on devrait avoir plus de temps pour l'activité physique. Pendant une pandémie, en tout cas, c'est mon avis, bien sûr, être actif pendant une pandémie, ce n'est pas quelque chose qu'on a beaucoup étudié, mais à mon avis, il y a 3 raisons très importantes de rester physiquement actif pendant une pandémie. D'abord, pour les gens qui vivent avec une condition neurologique progressive, avec des problèmes de santé chronique, la raison la plus importante est de maintenir la fonction des activités de tous les jours que vous aimez faire. Quand on n'est pas en plein milieu d'une pandémie, c'est sûr que vous devez amener les enfants à l'école ou aller chercher vos petits-enfants ou aller faire votre épicerie. Vous êtes habitué à bouger pas mal quand même. Mais pendant une pandémie, il n'y a pas ce besoin de bouger autant. Donc, très rapidement, vous pouvez devenir déconditionné. Vous allez peut-être perdre certaines de vos fonctionnalités que vous aviez auparavant lorsque vous étiez très actif dans la communauté. Nous savons que si vous prenez des personnes qui ont la sclérose en plaques, environ 20% des gens auront un déclin dans leur vitesse de marche après 6 mois, une diminution d'environ 20% de vitesse si vous n'exercez pas votre marche. Quand on intervient avec un programme de marche chez les gens qui ont l'ASP, leur endurance à la marche et leur vitesse à la marche s'améliorent. Donc, vous savez, si vous faites beaucoup moins de marche qu'avant, ça peut affecter votre fonction de marche. Donc, c'est très important, à mon avis, de rester actif pour essayer de maintenir votre marche pendant la pandémie. La deuxième raison, ce serait de bâtir des réserves cardiovasculaires à long terme, c'est-à-dire une capacité pulmonaire accrue. Nous savons que les gens qui ont la COVID-19 et qui ont des conditions cardiaques ou pulmonaires préexistantes ont des issues moins bonnes. Alors, on peut s'attendre que les gens qui ont le plus haut niveau de capacité cardiaque et de réserve pulmonaire et cardiaque vont mieux combattre la COVID-19. Alors, c'est un bon moment de bâtir votre capacité cardiaque et vos réserves cardiaques et pulmonaires. La troisième raison de faire de l'exercice, le docteur Fantin va sûrement en parler dans quelques minutes,
aider à diminuer l'anxiété pendant les périodes d'incertitude. Nous savons que les mouvements, pas nécessairement de l'exercice vigoureux, est requis pour aider à réduire l'anxiété et le stress. Ce sont là trois très bonnes raisons précises liées à la pandémie pour continuer à rester actif, en plus de toutes les autres raisons dont on parle d'habitude quant aux bénéfices de l'activité physique, dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que plusieurs parmi vous, vous êtes déjà conscients et bien informés de ces besoins. Alors, c'est ça qui est important. La prochaine chose, c'est comment le faire. Il y a eu une explosion d'exercices virtuels, d'options en ligne pour l'exercice, des applis, et des classes virtuelles. Beaucoup d'établissements maintenant fournissent des services de cours en ligne avec de l'aérobic ou de cardiovasculaire ou différents types d'exercices structurés. Et une des questions était souvent quelles applis sont bonnes, lesquelles devrais-je utiliser? Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune appli qui va convenir à tous. Ça dépend donc du genre de niveau d'activité que vous aimeriez avoir avec une appli. Je dirais que la meilleure appli, c'est celle que vous allez utiliser, que vous allez vraiment utiliser. Alors, si c'est difficile de vous y connecter, s'il y a des obstacles, si c'est trop ennuyeux ou trop dur à faire, alors c'est pas la bonne appli pour vous. Il y a pas mal de produits qui vous facturent, qui vous chargent des frais pour leur service. Je dirais que vous ne devriez pas avoir à payer pour un service. Il y a tellement de services gratuits en ligne que vous pouvez utiliser. Certains commencent gratuitement, puis vous avez une option de vous inscrire de façon payante pour ajouter plus de variété ou d'autres caractéristiques plus attirantes. Mais en fait, les applis simples, gratuites, c'est souvent tout ce qui est requis. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Je n'ai donc pas d'appli spécifique à recommander. Je pense que quand vous vivez avec des handicaps neurologiques individualisés, très souvent, vous avez besoin de remplacer certains exercices précis par quelque chose d'autre qui convient mieux à votre niveau d'incapacité. Il y a aussi la situation de ceux parmi nous qui n'aiment pas utiliser l'Internet ou qui n'ont pas accès à l'Internet. Ceux parmi nous qui préfèrent faire de l'exercice physique à l'extérieur en marchant dans le parc, par exemple. Ça, bien sûr, c'est très difficile avec la distanciation sociale, le fait d'être proche d'autres personnes. Mon conseil serait de trouver la plus grande fenêtre de votre maison et de mettre de la musique que vous aimez et de faire votre marche virtuelle sur place. Parce que c'est très difficile d'être dans la collectivité à un moment, à ce moment-ci, on ne recommande pas que les gens fassent cela. Ensuite, l'autre chose que j'aimerais recommander pour surmonter ces obstacles, ce fait de ne pas avoir de connexion sociale et de soutien par les pairs, c'est d'aller chercher un père, une autre personne, une personne que vous allez contacter chaque jour pendant une période assez courte pour partager euh, votre expérience d'activité physique, comment vous restez actif. La Société canadienne de la sclérose en plaques a un programme de soutien par les pairs auquel vous pouvez avoir accès pour un compagnon de marche virtuelle ou un compagnon virtuel d'activité physique. Et je pense que ce soutien par les pairs est vraiment, vraiment important. Je vous encourage, j'encourage les gens à le faire. La quantité d'exercice ou le type d'exercice à faire est moins important que le fait d'en faire, de faire quelque chose. Il n'y a pas, c'est jamais trop peu ou trop. Ça peut être, si vous allez à la Société canadienne de la sclérose en plaques, si vous cherchez pour activité physique, vous allez trouver une boîte à outils, vous allez trouver des instructions, des directives sur les exercices à faire, les directives sur les exercices pour les personnes qui ont une SP
faibles à modérés, des adultes jusqu'à 64 ans, c'est 2 fois par semaine. Et activité aérobique modérée pour les principaux grands muscles, grands groupes de muscles, 2 fois par semaine. Mais il faut se souvenir que ce n'est pas faisable pour tout le monde qui vit avec l'ASP. Certaines personnes, en fait, vont peut-être se retrouver à avoir besoin de beaucoup plus d'activité physique que 2 fois par semaine, alors que d'autres ne peuvent pas tolérer autant d'activité. Tout ça doit être dosé de façon individuelle. Je dirais que l'autre chose dont il faut se souvenir, c'est que l'exercice peut se faire dans n'importe quelle position. Et beaucoup des cours en ligne, des applis en ligne ne sont pas appropriés pour les gens qui ne sont pas capables de se lever debout ou même de s'asseoir sans aide. Donc, euh, l'exercice peut se faire en position debout, assise ou couchée. Et certains des mouvements les plus simples aident pour maintenir la force et la dextérité nécessaires pour les activités quotidiennes de la vie quotidienne. Par exemple, si je tends la main devant moi et si on fait ceci pendant 30 secondes ensemble, très rapidement, vous allez sentir qu'il y a une sensation de brûlure dans votre avant-bras. On sait que la force des avant-bras et la force des mains est très importante. La force de préhension, c'est très important pour briser une coquille de noix, pour toutes sortes d'autres activités de la vie quotidienne. Ce n'est pas nécessaire d'être très mobile pour être actif physiquement. Et j'aimerais ici faire une publicité gratuite pour dire qu'on a vraiment l'impression que le manque d'interaction sociale est imposé par nos programmes de santé publique pour les gens qui ont des handicaps en Saskatchewan. Demain, nous allons avoir une activité, un programme de connexion en Saskatchewan où il va y avoir une demi-heure de mouvement doux, tranquille, en position assise, suivi par une période de questions, une connexion, des possibilités de poser des questions pour les gens qui vivent avec une incapacité, une invalidité, un handicap. Si vous voulez vous joindre à cela, vous êtes les bienvenus. On va mettre la feuille d'inscription dans la zone de clavardage. Si ça vous intéresse, c'est une activité organisée par Neurosask en Saskatchewan. Si vous pouvez trouver une façon de rester en mouvement pendant la pandémie, c'est très important. Si vous n'étiez pas actif avant la pandémie, il serait avisé de vérifier avec votre médecin avant de commencer un programme d'activité physique pour la première fois. La plupart des médecins offrent des rendez-vous virtuels. Et il faut faire attention de ne pas empirer vos blessures, vos lésions précédentes ou de créer une nouvelle blessure en faisant une activité physique répétitive que vous n'avez pas faite auparavant. Mais en général, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'avantages à faire une activité physique qu'il n'y a de désavantages. Donc, continuez. Alors, terminé. Je ne vois pas encore la Dr. Feinstein. Non, ça va, je vois le Dr. Feinstein. Merci beaucoup, Dr. Knox. J'apprécie beaucoup votre contribution. Merci d'avoir souligné plusieurs programmes qui existent. Si vous avez d'autres questions sur Neurosask, nous, à la Société canadienne, on l'a dans notre section générale. Maintenant, on arrive à notre dernier panéliste aujourd'hui, le Dr. Feinstein. Dr. Feinstein est professeur de psychiatrie à l'Université de Toronto. Il dirige un programme de neuropsychiatrie au programme Sunnyside. Son équipe de services cliniques se concentre sur les changements neuropsychiatriques qui se produisent couramment chez les personnes qui ont l'ASP, les troubles, les différentes conditions comportementales. Il fait partie du comité conseil de la Société canadienne de sclérose en plaques, mais depuis 8 ans, il est représentant canadien à l'Alliance sur la SP progressive, qui est le consortium international de sociétés de SP qui vise à améliorer notre compréhension de la maladie et des traitements pour les gens qui ont la forme progressive de la maladie. Le Dr. Feinstein est l'auteur de plus de 200 publications sur la SP, révisées par plusieurs chapitres de livres, ainsi que il est le manuel de neuropsychiatrie clinique sur l'ASP publié par la Cambridge University Press à sa seconde édition maintenant. Il a reçu un fellowship Guggenheim pour ses œuvres et son travail. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir le Dr. Feinstein. Merci, Dr. Feinstein. Merci, Ben. Merci de cette présentation. Merci à tous. Bonjour à tous. Alors, j'aimerais vous parler de la façon de prendre en charge et gérer votre santé pendant la pandémie.
en santé mentale en particulier. Je vais parler d'environ 10 minutes ensuite et ça me fera plaisir de répondre aux questions. Il me semble que le grand défi auquel nous devons faire face en tant que société, particulièrement pour traiter les personnes avec la SP dans la pandémie, c'était le problème de l'anxiété. Il y a beaucoup d'anxiété actuellement dans le monde. Et c'est facile de comprendre pourquoi. C'est une réponse au stress. Nous savons qu'il y a des faibles niveaux de stress sont utiles pour les gens, pour nous motiver à faire des choses. Mais quand vous avez du stress répétitif, les niveaux d'anxiété peuvent monter en flèche et devenir très élevés. Un des grands facteurs qui génère tout ça, c'est la perte de contrôle. Certains aspects de notre vie où on a perdu le contrôle maintenant, c'est avec un avenir incertain, ça crée beaucoup de stress et les gens deviennent anxieux. Un des principes importants pour gérer l'anxiété, c'est de reconnaître les facteurs qu'on ne peut contrôler. Il y en a 3. Je vais en nommer 3. Parce que si vous mettez votre imagerie mentale et émotionnelle dans cela, vous perdez, vous devenez épuisé. Et nous savons que la pandémie existe depuis un certain temps, elle est là avec nous, elle va être encore avec nous pendant un certain temps. Et vous devez mobiliser votre endurance et votre résilience pour vous aider à traverser ce qui sera probablement une période très longue d'incertitude. Alors, si on peut se concentrer sur les choses que l'on peut contrôler, nous aide à ne pas perdre nos ressources. Le principe de base que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui porte sur l'idée de mettre en place des structures et des routines. C'est essentiel. Les structures, routines et planification. Je pourrais mettre une liste si je commence à penser à ces niveaux de contrôle. Dans une colonne, on peut lister toutes ces choses qu'on ne peut pas contrôler actuellement. On ne peut pas contrôler l'infection, le nombre de personnes qui attrapent la maladie, le taux de mortalité des personnes qui en meurent. On ne peut pas contrôler les nouvelles économiques. On ne peut pas contrôler le marché boursier. On ne peut pas contrôler le comportement des autres personnes. Si on va dans un supermarché, si on arrive dans une pharmacie, on ne peut pas contrôler ce que les autres font. On ne peut pas contrôler leur comportement. Pour la plus grande partie, les gens sont surtout des bons citoyens, ils obéissent aux directives de distanciation sociale, mais quelquefois on rencontre une personne qui a un comportement qui ne se conforme pas à cela. Et ça nous fâche, ça nous irrite, parce que ça met d'autres personnes à risque. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie actuellement qu'on ne peut pas contrôler. Alors, faites une colonne de ces choses que nous ne pouvons pas contrôler. Le risque ici, c'est qu'on peut se focaliser là-dessus. On glisse à ce moment-là dans une pensée catastrophique où on ne voit que le négatif. On passe d'un point négatif à l'autre. On se lève le matin, on lit les mauvaises nouvelles, les taux de mortalité, les taux d'infection, les marchés boursiers et le chômage à des niveaux sans précédent. Et on reste bloqué dans ce schéma de pensée catastrophique qui ne fait pas de bien pour notre santé médicale. Donc, soyez conscient de cela. Et si vous regardez cela, sortez-vous en district. Alors, mettre la liste sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Contrôlons-nous plutôt sur les choses que l'on peut contrôler. Les petites choses qui peuvent faire une grande différence pour conserver nos fonctions. D'abord, le sommeil. Le sommeil est très important. Le sommeil nous nourrit, nous donne de l'énergie. Une bonne nuit de sommeil, on se réveille frais et dispo avec un sentiment de but dans la vie, d'objectif et de concentration. Il faut bien dormir. Le sommeil aide notre vie aussi. Quand on est fâché, on sait que c'est comme un baromètre. Par exemple, la personne anxieuse, d'habitude, a de la difficulté à s'endormir. Cette personne se lève la nuit avec toutes ces pensées anxieuses qui lui tournent dans la terre, qui lui trottent. Il ne peut pas contrôler cela. Inversement, la personne qui devient déprimée, ils veulent trop dormir, trop de sommeil, ou souvent, on va au lit, on s'endort bien, mais on se réveille vers 3 ou 4 heures du matin. Les réveils tôt le matin, c'est typique de la dépression et on ne peut pas se rendormir et vous êtes là dans l'obscurité et les images négatives vous trottent dans la tête. Portez attention à votre sommeil, restez proche de vos émotions. Souvenez-vous que votre corps a un rythme de sommeil. C'est un rythme biologique. Alors, essayez d'aller au lit toujours vers la même heure tous les soirs. Si vous formez votre corps à dormir, vous avez un cycle sommeil-éveil. Et si vous vous en tenez à ce schéma, c'est plus facile de vous endormir. C'est très facile pendant une période de pandémie
de perdre le rythme. Le monde est tellement à l'envers, c'est très facile de perdre notre rythme. On ne va pas au lit au moment habituel, on ne se lève pas au moment habituel. Les choses commencent à devenir hors contrôle et ça peut nuire à votre sommeil. Donc, le sommeil est très important. Point numéro 2, ne négligez pas votre alimentation, votre nutrition. Essayez de manger santé. Ne commandez pas des aliments rapides, du fast-food. Point numéro 3, le docteur Knox a parlé de l'importance de l'exercice. J'appuie, je ne peux qu'appuyer. L'exercice est très bon pour vous, c'est bon pour vous physiquement, c'est bon pour vous émotionnellement et c'est bon aussi pour la résilience. Alors, continuez de faire de l'exercice. Si vous n'avez pas fait de l'exercice, pensez à la possibilité de commencer de l'exercice. Elle nous a donné de bons conseils sur la façon de trouver des applis sur Internet pour l'exercice. L'autre point important pour votre bien-être émotionnel, c'est que même s'il faut obéir aux consignes de distanciation sociale, on ne peut pas aller au bureau, etc., il faut conserver des contacts sociaux avec vos amis, votre famille. Il y a eu un article amusant l'autre jour qui disait que le bon vieux téléphone fait son retour. Et oui, c'est vrai, utilisez le téléphone. Téléphonez aux gens, structurez vos journées pour qu'il y ait du temps pour vous, pour parler à vos amis, à vos parents, à vos enfants, à vos petits-enfants. Maintenez ces contacts sociaux qui sont très bons pour votre santé émotionnelle. Aussi, faites d'autres activités dans la journée. Vous pouvez peut-être méditer, écouter de la musique, ou peut-être aller faire une marche. Ce sont des choses qui vont vous redonner de la structure et du contrôle. Et je recommanderais que vous les écriviez, que vous créiez un programme d'action chaque jour. Vous vous éveillez le matin, à quelle heure vous avez votre déjeuner, votre douche, vous faites une marche, vous allez au travail, vous téléphonez à un ami, vous faites un peu d'exercice. Si vous commencez à mettre par écrit toutes les activités quotidiennes qui sont essentielles et importantes, tout ça va vous aider. Il y a un principe qui est très bien capté par cette formule. Le répit est une forme de résilience. Je répète, le répit comme résilience. Le répit est une forme de résilience. Le répit, c'est du répit, hein? C'est de se libérer des nouvelles sur la COVID. Prendre un répit. C'est très facile de passer tout son temps à regarder les nouvelles, à focaliser là-dessus à l'exclusion d'autres choses. Vous voulez un répit de tout cela. Cela va bâtir votre résilience et le répit va venir d'un bon sommeil, d'une bonne nutrition, rester en contact téléphonique avec la famille et les amis, pensez à faire de l'exercice si vous pouvez, aller faire une marche, la méditation, écouter la musique. Tout ce genre de choses va vous aider à prendre du répit. Souvenez-vous bien sûr que votre attention doit aussi se focaliser sur des choses autres que la pandémie. Vous devez encore payer les factures, vous occuper des enfants, rester en contact avec les parents et gérer toutes ces autres activités qui font partie de la vie quotidienne. Il faut faire attention que ces activités ne souffrent pas parce que vous vous focalisez tellement uniquement sur l'infection, la façon dont la société est en train de changer. Il est très important de faire ces choses parce que ça va vous aider à bâtir votre résilience, votre endurance pour ce qui s'en vient. Je pense qu'il est totalement normal pour les gens de se sentir anxieux et un peu en détresse à ce moment-ci. On ne peut pas éliminer cela. C'est une réaction totalement compréhensible dans des circonstances aussi extraordinaires que celles que nous vivons. Quelquefois, vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez stressé, vous êtes légèrement anxieux. Mobilisez cela. Et c'est comme ça que la société canadienne se sent actuellement. Ne soyez pas, vous n'êtes pas à part des autres. Cependant, si ça arrive à un point où les symptômes deviennent plus évidents, plus forts, là, c'est là que je vous recommande de demander de l'aide. Il y a quelques signes d'avertissement qui se produisent. Pour ceux parmi vous qui travaillent encore, si vous trouvez que vous avez des difficultés émotionnelles qui nuisent à votre travail, si ça fait obstacle à votre capacité de travail, si ça réduit votre capacité de travail, c'est un signe d'avertissement potentiel que vous devez faire quelque chose. De plus, si vous trouvez que vos difficultés émotionnelles nuisent à vos activités sociales, si vos relations sociales commencent à s'effriter et vous trouvez que vos émotions font obstacle au maintien de vos relations, c'est un autre avertissement, c'est un autre signe. Alors, ce sont deux signes d'avertissement à vérifier. Faites attention que vos émotions n'affectent pas la qualité de vos relations sociales. Et pour ceux qui travaillent encore,
faites bien attention que vos émotions ne font pas obstacle à votre travail. Si oui, je recommande de chercher de l'aide parce qu'il y a de très bonnes thérapies psychologiques qui peuvent vous aider euh, euh, à votre façon de vous sentir émotionnellement. Finalement, j'aimerais terminer en mentionnant une de ces thérapies possibles. Je suis un grand fan de la pleine conscience. Avec la thérapie par la pleine conscience, vous pouvez faire face à votre anxiété. Les personnes anxieuses ne veulent pas confronter leurs pensées anxieuses. Quelquefois, elles les repoussent, elles veulent les bloquer parce qu'ils se sentent trop mal à l'aise d'y penser. La personne anxieuse essaie de rester tranquille, de faire quelque chose, doit faire quelque chose physiquement parce que ça vous distrait de vos pensées anxieuses. Souvent, ce genre d'évitement n'est pas sain. Ce n'est pas une bonne stratégie pour faire face à votre anxiété. C'est beaucoup mieux d'y faire face avec la pleine conscience. Ce que fait la pleine conscience, d'abord, ça vous aide à relaxer, ce qui est très important. Il faut savoir comment relaxer. Ça prend des semaines. Et une fois que vous avez appris à relaxer, une fois que vous êtes bien relaxé de façon contrôlée, par étapes, à ce moment-là, vous introduisez une à une vos pensées anxieuses et vous faites de la résolution de problèmes et vous les confrontez et vous les résolvez. Vous ne les évitez pas. Donc, la pleine conscience est une façon très efficace de faire face à vos inquiétudes et vos anxiétés. Et comme pour l'exercice, il y a des applis très utiles en ligne que vous pouvez regarder pour la pleine conscience. Il y en a des très bons. Je ne veux pas endosser aucun produit précis. Allez en ligne, faites des recherches et regardez ce qui peut vous aider. C'est une façon utile de s'attaquer à certaines difficultés émotionnelles. Alors voilà, c'était là mes principes de prise en charge, de gestion, quelques réflexions sur la façon de s'occuper de sa santé émotionnelle. Il me fera plaisir ensuite de faire les discussions et de répondre aux questions. Merci Ben. Merci, Dr. Feinstein, c'est extraordinaire. Merci beaucoup de ces informations sur le sommeil, la nutrition, l'exercice. J'ai écrit que le répit est une forme de résilience. C'était très bien dit. Et certaines des questions qui commencent à nous arriver portent aussi sur la pleine conscience et le stress. Dans votre présentation, vous avez répondu à certaines questions qui commencent à nous arriver. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Je veux faire le commentaire que je comprends que pendant une certaine période, la traduction française n'avait pas lieu pour des raisons techniques. Sachez que nous allons revenir et réenregistrer l'audio sur la partie qui a été manquée. Et pour ceux parmi vous qui posent des questions sur les médicaments et d'autres sujets semblables, c'est dans les 2 premiers webinaires. Vous pouvez avoir accès à ces 2 webinaires à notre page dédiée à la COVID sur le site de la Société canadienne. Merci à ceux qui ont posé des questions par clavardage. Une d'entre eux porte sur soit le Dr. Knox ou le Dr. Feinstein. C'est une question précise en ce qui concerne les exercices de respiration. En particulier, on dit que J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, a fait la promotion de certains exercices respiratoires particuliers. Il y a une de nos auditrices qui se demande si ces exercices sont valides ou bénéfiques. Je ne sais pas exactement quels sont ces exercices auxquels elle fait référence, mais peut-être que le Dr. Knox ou le Dr. Fancy peut nous faire un commentaire là-dessus. Je vais commencer par vous, Dr. Fancy. Oui, je ne sais pas exactement ce que J.K. Rowling recommande, mais la question de la respiration est pertinente quand on parle de l'anxiété et dans la détresse émotionnelle, parce que ce qui peut se produire quand les gens deviennent tendus ou ça peut augmenter le taux respiratoire, la respiration devient plus rapide et dans la forme extrême, vous pouvez faire de l'hyperventilation, ça veut dire que vous respirez très rapidement. Et quand vous faites cela, vous pouvez brûler beaucoup de dioxyde de carbone et prendre trop d'oxygène en vous et ça peut développer certains symptômes physiques comme une sensation de chatouillement et d'engourdissement, des sentiments de tête légère, etc. Il faut, ça peut être plus qu'une manifestation de l'anxiété. Donc, l'anxiété et la respiration sont liées de très près. Ce que J.K. Rowling suggère probablement, c'est de gérer sa respiration et elle dit que probablement que c'est une bonne façon de relaxer. C'est une chose très importante, relaxer, se détendre. Quand on regarde les manuels sur la façon de réduire l'anxiété et la panique, il y a des conseils très clairs sur la façon de respirer correctement. Respirez lentement, rythmez votre respiration, prenez des respirations conscientes pour ralentir la respiration et ça aide à réguler le rythme de la respiration et en faisant cela, on se relaxe naturellement. Je pense que c'est un point important. Si vous ne sentez pas d'anxiété, vous n'avez pas nécessairement besoin de vous inquiéter de votre respiration. Mais si vous sentez que vous devenez tendu et anxieux, si ça devient un problème pour vous,
Alors, portez attention à votre respiration, ça peut être très utile et il y a des étapes très précises sur la façon de faire cela. La thérapie de pleine conscience. Euh, je dirais aussi une autre feuille de conseil que je pourrais envoyer, que je pourrais vous faire circuler, c'est le ABC, comment traiter l'anxiété. Et une partie intégrante de cela, c'est comment contrôler sa respiration. Merci beaucoup, Dr. Feinstein. Dr. Knox, avez-vous des commentaires additionnels à nous faire sur cette question particulière ou sur quoi que ce soit d'autre? Vous êtes en sourdine. Je suis désolé, Dr. Knox, vous êtes en sourdine. Je pense que vous avez dit que peut-être que ça a été couvert par le Dr. Feinstein. Non. Enfin, non. J'aurais une autre chose à ajouter. C'est vous qui devez m'enlever la sourdine. Ah, bon, d'accord. La mise en sourdine ou l'enlèvement de la sourdine, c'est de votre côté que ça se fait. Bon, oh, on s'excuse. Non, non, ça va, pas de problème. Je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas familière avec les exercices de respiration suggérés par J.K. Rowling, mais je dirais que si vous vous sentez mieux après les avoir faits, alors probablement qu'ils aident et sont très utiles. Et moi, j'aimerais aussi dire que je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'applications disponibles. Il y en a très peu qui sont adaptées pour les personnes qui sont paraplégiques ou qui ont des obstacles préexistants à la respiration. J'aimerais ici faire une petite publicité que nous avons un cours qui est offert gratuit sur la pleine conscience et la respiration, des exercices, des séances d'exercices tous les mercredis, chaque semaine. C'est à SCI majuscule, en point, trait union WEN, trait union U.ca. Je viens d'entendre parler qu'il serait heureux d'avoir les gens à l'ESP qui se joignent à eux, particulièrement si vous êtes paraplégique et si vous avez des maladies pulmonaires ou des restrictions. C'est une séance qui serait probablement plus adaptée à vos besoins. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à tous de nous avoir envoyé des questions. On s'approche maintenant de la fin du temps que nous avons. Il y avait une question, par contre, pour Alexandra sur les rassemblements publics. Il y a quand même beaucoup de nos auditeurs qui travaillent dans différentes industries où ils doivent fonctionner à l'heure actuelle. Y a-t-il des considérations? Pouvez-vous offrir certains conseils sur ce que les gens doivent faire pour se protéger lorsqu'ils doivent travailler, par exemple, dans un environnement de vente au détail ou un environnement de service? Pouvez-vous faire un commentaire là-dessus? Donc, si vous travaillez encore, si votre milieu de travail le permet, portez un masque, bien sûr. Je pense que la plupart des endroits, vous pouvez le faire. Évitez les gens qui sont malades, maintenez votre distance, lavez vos mains fréquemment, ne touchez pas votre visage. Si vous portez un masque, faites bien attention que si vous touchez votre masque, il faut vous laver les mains par la suite. Et si vous avez un médicament pour votre SP, contactez votre neurologue et faites-leur savoir quelle est votre situation au travail. Ils pourront vous donner une note peut-être pour vous permettre d'avoir un certain congé du travail. Ils pourront ajouter d'autres conseils appropriés pour vous protéger si vous êtes sur un de ces médicaments qui vous augmente votre risque de contracter la COVID ou si ça pourrait causer plus de complications si jamais vous contractez le virus. Merci. Et j'ai vu quelqu'un qui a demandé aussi s'ils devraient cesser leurs médicaments s'ils attrapent la COVID-19. Je dirais non, non, n'arrêtez pas votre médicament, mais contactez plutôt votre médecin pour le faire savoir que vous êtes atteint de la COVID. Je sais que nos médecins font un suivi des personnes qui ont la COVID-19 et on continue de les surveiller aussi. On veut savoir ce qui se passe avec nos patients s'ils ont la COVID-19, s'ils ont attrapé ce virus. Merci. Et on me rappelle que nous avons du temps supplémentaire pour ce webinaire, donc je vais m'assurer de répondre à certaines autres questions. Certaines des questions spécifiques portent sur les médicaments. Par contre, celles-là ont déjà été répondues dans un webinaire précédent. Il y a une question générale à laquelle je vais répondre personnellement. C'est une question de savoir s'il y a un manque, une pénurie de médicaments pour l'ASP. Tout ce que je peux dire, c'est que nous, c'est quelque chose qu'on surveille de près en tant qu'organisation, cette pénurie possible de médicaments à l'occasion, au moment où nous avons trois petites situations spécifiques, mais je sais que notre réseau de la connaissance qui est très proche de nous
recueille constamment de l'information euh, qu'on analyse de façon prospective. Si vous entendez quoi que ce soit en tant qu'auditeur, veuillez communiquer avec nous. On veut votre participation dans l'ensemble de l'organisation, dans tout le pays, pour s'assurer qu'on supervise très bien et on navigue très bien chaque fois que possible. En tant que collectivité, si vous entendez parler de quelque chose sur un problème particulier, on aimerait y réagir de la meilleure façon possible. Donc, merci de cette question. Et je vais faire une autre demande sur la boîte de clavardage pour donner aux gens l'occasion de poser une question supplémentaire si elle n'a pas encore reçu de réponse. À première vue, il y avait une question sur l'apnée du sommeil. Nous avons parlé de cela lors du premier webinaire, mais Alexandra, pouvez-vous faire un commentaire sur l'apnée du sommeil en relation avec l'ASP? Je ne sais pas. Je dirais faites un suivi avec votre respirologiste pour ce qui est des complications reliées possibles à l'apnée du sommeil. Merci. Alors bon. Alors, certaines personnes se demandent si on va répondre à d'autres questions posées lors de l'inscription. Je pense qu'on a couvert la plupart de ces questions, mais s'il y a une question qui reste à votre esprit, qui vous turlupine, revenez-nous, autrement on va faire un suivi. Je pourrais répondre à la question qui a surgi plus tôt. Quelqu'un a mentionné qu'il ne pouvait pas avoir accès à leur massothérapeute. Oui, donc c'est très décevant lorsqu'il y a quelque chose qui marche bien pour vous et vous ne pouvez plus y avoir accès. Ma recommandation, ce serait d'examiner d'autres stratégies qui peuvent aider à la relaxation musculaire. Une que j'examinerai, ce sont les étirements. Il y a un excellent manuel spécifique sur les étirements pour les personnes qui ont la sclérose en plaques sur le site web de la Société canadienne. C'est par le physiothérapeute Mel Gibson. Vous pouvez télécharger ce manuel sur les étirements. Aussi, la pleine conscience et les exercices de respiration peuvent aider à la relaxation musculaire et un exercice doux aussi, ainsi que les modalités de chaleur qui sont sécuritaires, comme ces petites choses que vous pouvez mettre dans le micro-ondes. C'est très difficile c'est pas dangereux pour se brûler, mais appliquez ça, faites attention, appliquez ça aux muscles, attention que ce ne soit pas trop chaud. C'est des choses qu'on peut essayer. Merci. On a reçu une autre question ici en ce qui concerne qu'est-ce qui arrive au Canada pour ce qui est de l'analgésie et la santé mentale. Dr. Fanstein, pouvez-vous répondre à ces questions? Oui, ça c'est vraiment une question très intéressante. Mes réflexions sur le cannabis, le CBD, là, hein, ma question porte sur le CBD pour la relaxation. Le CBD au Canada peut avoir des avantages sur certains effets secondaires pour les gens qui ont la sclérose en plaques, mais je pense que les options canadiennes sur le CBD, c'est la version la plus sûre parce que le CBD n'a pas ce qu'on appelle d'effet psychoactif. Il n'y a pas de THC trop. Vous n'avez pas le high si vous prenez ce CBD, ce médicament. Les gens ce qui peut vous dévoiler, c'est la composante THC, c'est ce qui cause l'euphorie, le high. Et il y a des données assez convaincantes provenant de mon laboratoire, de recherche de la Société de la sclérose en plaques d'ailleurs, qui montrent que le THC canadien peut causer certaines difficultés réelles. Il faut donc faire attention. Ceci étant dit, si vous avez déjà essayé le cannabis par le passé, si ça marche bien pour vous, ce sera la variable la plus importante à considérer, si ça vous aide. Et si vous sentez que vous en tirez des avantages, ça c'est très important. Si vous n'avez jamais essayé le cannabis auparavant, par contre, je suggère que vous parliez d'abord à un expert en cannabis. Et ma recommandation, ce serait de commencer plutôt avec la composante CBD plutôt que de la composante THC. Merci. Il y a une question maintenant pour le Dr. Knox ou pour le Dr. Feinstein, porte sur les essais cliniques en général, de votre point de vue. Comment est-ce que la pandémie a un effet sur ces effets, sur ces essais? Si je peux commencer ici, ça a eu un grand impact. Je suis très impliqué actuellement dans une étude financée, une étude canadienne financée par le Canada pour les gens qui ont la forme progressive. On se concentre sur la cognition surtout, mais aussi sur la capacité de marcher, mais surtout la cognition de façon primaire. C'est une très grande étude avec un budget très généreux qui implique le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, le Danemark, l'Italie et la Belgique. C'est une étude de 4 ans. On arrivait au point milieu et on a dû pratiquement fermer parce qu'on ne peut pas recruter, parce que tous les centres sont fermés.
On avait 4 centres en Italie et ils ont tous fermé. Ils ont tous été au centre de la pandémie, en fait. Ils sont maintenant fermés. Il y a un centre de santé à Toronto qui a dû fermer. Donc, ça a eu un très gros impact sur notre recherche. Notre espoir, c'est qu'on pourra recommencer une fois que les restrictions seront levées. Donc, malheureusement, la recherche clinique a été frappée très durement. Merci. Dr. Knox, avez-vous des commentaires supplémentaires? Ah oui, je suis d'accord avec le Dr. Feinstein. Ce problème n'est pas spécifique à l'ASP non plus. C'est mondial. Nous voyons moins de productivité en recherche dans des domaines qui étaient autrefois prioritaires. D'un autre côté, on espère qu'on aura des recherches innovatrices qui vont ressortir, qui vont venir de la COVID-19, qui pourront peut-être aider. Mais c'est un gros coup, c'est une grosse déception d'être obligé d'arrêter du programme en cours, du travail en cours, surtout des expériences qu'on a commencées. Alors oui, je vois aussi que quelqu'un a écrit une question sur les pénuries de médicaments, qui sont aussi une grande question soulevée. Certaines personnes nous disent qu'ils n'ont pas 3 mois de renouvellement, mais seulement 1 mois de renouvellement parce qu'il y a une pénurie. Et c'est un gros problème. Ma collègue Evans a mentionné récemment, hier, qu'il y a 200 médicaments qui ont des pénuries de médicaments actuellement. Et on travaille à livrer des alternatives aux gens qui ne peuvent pas obtenir le médicament à cause de ces pénuries. Et on nous demande de travailler avec la meilleure alternative possible auquel une personne pourrait avoir accès. Je suis désolé de ces défis, mais c'est un problème mondial. C'est un des impacts de la COVID-19. Ces pénuries, il y a beaucoup de recherches qui doivent être arrêtées aussi. Merci, Deirdre. Avez-vous des commentaires, Alexandra, de votre point de vue? Non, ça va. Tout a été bien couvert. Merci, merci. Il y avait une question portant sur les statistiques et à propos des personnes qui ont la SP et la COVID et la rémission. D'après ce que je comprends, les données ne font que commencer à être collectées. On est en train de collecter les données. Ma réponse, ce serait qu'il est peut-être trop tôt pour commencer à comprendre le portrait global, mais peut-être que d'autres personnes ont une opinion sur les données actuelles en ce qui concerne les personnes qui ont à la fois la COVID et la MS, la SP. Je sais que les données sont en train d'être collectées. Il y a beaucoup de groupes qui rassemblent des données sur l'ASP et la COVID. Il est trop tôt pour faire des commentaires, mais beaucoup de groupes recueillent des données actuellement. Merci. Je pense que moi, je dirais que à mesure que le temps avance, je suis plus rassuré par les données qu'anxieux. J'ai moins d'anxiété par rapport à la situation. Je pense que les chiffres sont environ 500 personnes ayant la SP dans le monde qui ont maintenant contracté la COVID-19. Donc, on a un échantillon de 500 personnes et pour la plupart des gens en sont ressortis assez bien. Aux dernières nouvelles, il y avait un très faible nombre de décès. Alors, peut-être plus faible que le taux habituel de mortalité. C'est impossible de confirmer, il n'y a pas assez de données, mais les données que nous avons actuellement ne sont pas inquiétantes. Il ne semble pas que ça augmente mon niveau d'anxiété, en tout cas, par rapport à l'effet de la COVID-19 sur les gens qui ont déjà l'ASP. Je ne pense pas que les gens qui ont l'ASP soient plus vulnérables que les personnes qui ont une maladie cardiaque ou une maladie pulmonaire. Là, c'est clair que ce n'est pas un très bon pronostic. Ce n'est pas une bonne chose à avoir si vous contractez la COVID-19. Merci, merci. Il y avait un commentaire qui a été fait qui disait que tout le monde qui a la MS, qui a la SP, qui a un médicament doivent contacter leur neurologue pour des questions générales sur des précautions supplémentaires à prendre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux médicaments et la COVID-19? La façon dont j'interprète cette question, je dirais deux choses. D'abord, au premier webinaire que nous avons fait, on a été en profondeur sur cette question des médicaments et de l'ASP avec beaucoup d'informations des neurologues. Alors, j'encouragerais les gens à consulter ce premier webinaire, aller sur le site. Et deuxièmement, j'aimerais dire que notre page web est mise à jour régulièrement avec les conseils, l'information pertinente. Je vais partager certains détails sur notre réseau de la connaissance, qui est une ressource très importante qui recueille de l'information jour après jour pour aider les personnes ayant la SP. Il y a beaucoup de façons d'avoir de l'information à jour.
Il y a certaines autres questions que je vois ici qui ont déjà été répondues dans des webinaires antérieurs. Alors, je pense que nous allons terminer ici. J'aimerais remercier absolument tout le monde d'avoir pris le temps aujourd'hui d'écouter. J'aimerais remercier les spécialistes de leur temps, les remercier de nous avons de l'information bien préparée et détaillée, de l'information que nous allons recycler et utiliser pour de nombreuses mois à l'avenir. C'est vraiment beaucoup apprécié. J'aimerais remercier Roche et MD Sorono d'avoir commandité le travail que nous faisons. Et Stan, si vous pouvez mettre la dernière diapo, nous allons terminer par certaines remarques. Donc, en concluant, j'aimerais vous rappeler le réseau de la connaissance de la Société canadienne de la stéro en plaques où nous avons des navigateurs formés pour répondre à des questions sur la SP et la COVID-19 et la SP en général. Ça nous donne de l'information cohérente et de qualité et vous pouvez voir sur la diapositive comment vous connecter à eux par téléphone, courriel ou clavardage. Finalement, comme vous le savez peut-être, la Société canadienne a dû changer la façon dont nous relions avec notre collectivité de l'ASP et la connexion est plus importante que jamais, bien sûr, maintenant. Je vous encourage tous à visiter le www.stoponslasp.ca. Il y a un nouveau mouvement à l'échelle du pays pour mettre au défi l'ASP à mesure qu'on s'approche du mois de l'ASP en mois de mai. Vous allez recevoir finalement un sondage après ce webinaire. Je vous encourage de le remplir pour nous faire savoir si cette information a été utile pour vous et quels sont les autres sujets que vous aimeriez que l'on couvre. On a l'intention de faire plus de ces webinaires à l'avenir. Souvenez-vous que les enregistrements de tous les séminaires sur la MS et la COVID-19 sont disponibles dans notre section sur la COVID-19 dans notre site Internet. J'ai déjà répété, c'est sur leur site web et sur notre site YouTube également. Merci à nos conférenciers et à vous tous d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui. Nous apprécions beaucoup le temps que vous nous avez donné. J'espère que tout le monde va bien aller. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.